temps nous a contraints de ne pas développer autant que vous le souhaitiez. C'est mon défaut. Moi, j'écris mes textes toujours, et alors après, ça se prête pas du tout, en fait. Cette partie sur le secret, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que... Oui, mais ça c'est prévu. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette part du secret qu'il faut conserver dans les démocraties avec des expériences. Alors, on va laisser la parole à la salle pour quelques questions. Alors en plus, voilà, merci Clara. Ça fait une transition avec l'atelier de cet après-midi qui sera sur cet équilibre entre transparence et secret. Une question qui est avec mon voisin et vous. On vient de rééditer l'histoire de France de Michelet. Et Dieu sait que on a tous été à sa culture et on a tous aussi cette logique où on nous a un peu menti. On ne nous a pas tout dit. Et c'est le sens de ma question. Peut-on apporter de la cohérence à l'action publique dans une logique de transparence complète ? Michelet nous a formés, et puis on est en train de se poser des questions sur sa part de vérité. Votre voisin sait très bien que Malvy a fait l'objet d'une histoire institutionnelle qui fait que face à la mutinerie, il fallait trouver un responsable, il n'était pas responsable. On l'a condamné institutionnellement, son livre vient de sortir, il peut vous en parler plus que moi. Est-ce qu'on peut avoir un sens de la cohérence publique ? En 1917, on ne se posait pas la question, il fallait trouver quelqu'un qui ait une part de responsabilité. Et comment on peut à la fois construire une action publique, nous sommes dans une logique de gouvernance de nos institutions, et en même temps savoir qu'on ne pourra jamais être transparent. C'est un peu les deux questions que je vous relis. Oui. Allez-y, monsieur. Bon, un petit bout de réponse, c'est que en fait, quand on dirige une organisation, quelle qu'elle soit, on se trouve toujours dans une dynamique de changement. Je crois que un bout de réponse à la question que vous posez, c'est cette idée de stratégie de changement. Il y a quand même quelques principes pour conduire un changement organisationnel. Le premier, d'abord, c'est d'être bien conscient de ce principe d'Archimède: toute idée neuve plongée dans une société reçoit de celle-ci une poussée verticale inverse égale à la masse de son conservatisme. Donc on ne peut pas dire ce qu'on va faire. On est obligé, on peut dire l'état final vers lequel on veut aller en montrant combien il sera beau, combien il sera superbe, mais on ne peut pas dire ce qu'on va faire. Donc on est forcé dans une stratégie de changement, quand on pilote, pas l'évolution d'un hôpital, l'évolution d'une entreprise, on ne peut pas dire vraiment ce qu'on va faire. On peut dire vers quoi on veut aller. Bon. Ensuite, il est clair que dans une stratégie de changement, il faut avoir des discours qui sont ciblés et différents selon les populations qu'on a chez soi. Donc les marketeurs parlent de segmentation. On ne dit pas la même chose à tout le monde et pareil. Même s'il faut qu'on soit attentif à un minimum de cohérence, parce que sans ça, ça apparaît. Troisièmement, on ne peut mobiliser des personnes dans un changement que si on a bien vérifié que et qu'on a réussi à faire percevoir à chaque personne ce qu'elle va y gagner. C'est un travail terrible de savoir ce que chacun va y gagner, car on ne fait pas évoluer des personnes qui ont le sentiment qu'ils vont y perdre. Donc, c'est quoi ce que chacun va y gagner ? Et parfois, on est obligé de trichoter un peu avec la vérité en faisant apparaître des profits qui ne sont pas sûrs. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a encore au moins une dizaine d'autres règles qu'on connaît tous, mais enfin qu'on ne pratique pas forcément les uns et les autres. Ce qui veut dire que dans la stratégie de changement, on a des moments de vérité ou des parties de vérité et évidemment des parties de secret et parfois des parties de mensonges. Et sans ça, on ne change pas une organisation. C'est l'idée de stratégie de changement dans laquelle je voudrais répondre. Réponse de l'historien. Moi, j'ai compris votre question comme étant quelles sont les fonctions finalement du discours historique pour une société donnée. Et alors notamment, est-ce que la fonction de vérité est-elle importante pour une société ? Est-ce qu'une société doit-elle connaître son passé historique ? Est-ce qu'une bonne connaissance de son passé historique permet-elle d'aborder le présent et le futur d'une meilleure façon ? Il me semble que oui. Une société a besoin de se connaître à la fois dans ses pratiques du passé plus ou moins condamnables, contestables, ou au contraire exemplaires. Donc ça, évidemment,
Mais connaître l'histoire, vraiment je réponds de manière extrêmement générale, je m'en excuse, mais connaître l'histoire, ça a deux intérêts pour nous, hommes du présent. À la fois, en quoi notre présent est-il différent du passé, parce que ça, on ne le met pas assez souvent en avant. Notre présent peut être différent, et donc il faut savoir montrer en quoi nous ne sommes pas redevables, tributaires du passé, mais aussi en quoi il y a des choses qui sont liées au passé. Donc, alors, ça, c'est la fonction de vérité. Bien connaître effectivement son passé, ça permet, je suppose, de mieux agir au présent, au futur. Mais la fonction de l'histoire, effectivement, n'a pas eu cette seule ambition de vérité. Ça, c'est plutôt au XXe siècle que l'histoire a eu cette prétention scientifique. Michelet, qui est un peu à la transition, qui est à la fois un des premiers historiens scientifiques, au sens où c'est quand même colleté aux documents historiques, il a vraiment travaillé sur archives, mais Michelet a eu aussi une autre ambition que scientifique, il a voulu constituer un discours national, il a eu une fonction, je dirais, qui dépasse donc la seule ambition scientifique, est une fonction de donner un discours national, parfois un peu mythifié. Donc voilà, est-ce que c'est aux hommes du présent à savoir qu'est-ce qu'ils veulent de l'histoire? Est-ce qu'ils veulent avant tout aujourd'hui un discours scientifique ou un discours un peu mythifié qui est utile aussi à certains moments dans une société? Juste un tout petit exemple qui va tout à fait dans le sens de cela. Il y a quelques mois, je me retrouvais en Algérie. L'actuel président a souhaité que ces grands patrons de sociétés nationales ou maintenant privatisées réfléchissent un peu à l'histoire de l'Algérie. Et pour pouvoir mobiliser leur propre personnel. Et donc, j'ai eu à lire le livre officiel de l'histoire de l'Algérie qui est enseigné en classe aux jeunes Algériens. Et c'était étonnant parce qu'évidemment, je n'y retrouvais rien du tout de ce que moi, personnellement, j'avais pu y vivre, puisque quand j'étais au service militaire, j'étais là-bas. Et il y avait surtout une histoire dans laquelle l'armée du FLN avait battu en race campagne l'armée française, c'était ça l'histoire. Donc il y avait Bouvines, quoi, grosso modo. Hein. Et donc je me suis ouvert à mes interlocuteurs algériens. Je dis mais c'est quand même pas ça qui s'est passé. La France a décidé de partir, mais en même temps elle avait perdu. Enfin, elle avait perdu la bataille des idées ou la bataille de la morale. Quand même. Enfin c'est pas ça qui s'est passé. Et la réponse était intéressante. Elle dit nos enfants ont besoin d'une belle histoire. Hein. Nos enfants ont besoin d'une belle histoire. Et attention, regardez combien nous, notre histoire, il y a Vercingétorix, Louis XIV. Je dirais que nous aussi, on a eu des histoires mythifiées comme ça. Oui. Mais on a besoin d'une belle histoire. Oui. Mais dans un premier temps, voilà, ils passeront par ce type d'histoire, et puis dans un deuxième temps, ils auront une histoire plus scientifique, je crois. Michel? Oui, deux petites choses. Vous avez cité De Gaulle, il y a quelqu'un d'autre que vous auriez pu citer, c'est Mitterrand qui a cette phrase lapidaire, on ne sort de l'ambiguïté et du flou qu'à ses propres dépens. Oui. Je crois que ça dit tout là-dessus. Oui. Et puis il y a une question que je voudrais vous poser. Vous avez cité des hommes politiques, Roosevelt, Mendès France, qui ont prôné la transparence à un moment donné. Et la question que je me pose toujours, est-ce qu'ils ont prôné la transparence parce que c'était une valeur ontologique forte et prioritaire, ou est-ce qu'à un moment donné, la stratégie politique qu'ils voulaient suivre leur imposait comme technique d'afficher la transparence, ce qui n'est pas la même chose? Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Hein. Il y a à la fois, je dirais, surtout chez Mendès France, hein, une forte exigence morale qui l'amène à être un peu le parangon de l'homme véridique, hein, et à mettre en avant donc le parler vrai. Mais en même temps, ce que j'ai dit de Foucault, la parésia, est-ce que c'est pas cette volonté d'afficher la transparence? Je pense que ça peut aussi, je sais pas, c'est plus ou moins conscient chez l'homme politique, chez un Mendès, mais ça peut aussi très bien tourner à une forme de rhétorique et un dispositif subtil d'autorité sur son auditoire. Donc, je pense qu'il y a les deux. Stop. Il y a une question et évitons le dialogue. C'est pour l'enregistrement. Oui, tout à l'heure, M. Syriax a dit j'ai travaillé dans le 9-3 et ne connaissais pas l'histoire. J'ai eu le bonheur d'élever des enfants pendant une bonne trentaine d'années et de constater que plus le temps avançait et moins ils apprenaient d'histoire.
Alors j'ai essayé de les intéresser à l'histoire, ils m'ont regardé complètement hilar, en me disant mais personne ne nous demande de s'intéresser à l'histoire. Alors, et le deuxième point d'ordre que j'aurais comme réflexion, c'est que on dispose maintenant, c'est un truisme, on dispose d'un réseau Internet qui apporte des vérités à ces jeunes gens, même à nous, où c'est vrai parce que ça a été écrit sur Internet. Alors, effectivement, on est dans un système où, complément anhistorique pour les générations de 20 ans, parce que maintenant c'est achevé, je veux dire, la philosophie en terminale est réduite à l'état éthique, l'histoire n'existe quasiment plus. Et dans ce contexte, n'assiste-t-on pas à la possibilité de raconter n'importe quoi, puisque on a perdu les antécédents, que ce soit français, autres, etc. Donc déjà d'écrire une histoire d'Algérie, même si elle est romantique, pour être poli, est-ce que c'est pas très bien? Alors la question c'est, il n'y a plus de transparence, il n'y a même plus de langage face à une histoire qui est gommée dans les études de nos enfants et petits-enfants. Oui, ça c'est un problème. Bon, c'est peut-être vous êtes un peu pessimiste parce qu'il y a quand même de l'histoire. En France, il y a quand même des associations qui se battent depuis des décennies pour le maintien de l'histoire dans le secondaire. Au bac, par exemple, je pense que la France doit être un des rares pays au monde à imposer à toutes les filières, quand même au bac, quelle que soit la filière, S, ES ou L, vous avez une épreuve d'histoire. Je pense que ça doit être très très rare dans le monde d'avoir une telle obligation. Bon, voilà. Donc, ceci dit, c'est vrai que le niveau de connaissance historique est apparemment des jeunes gens, parce que c'est eux dont on parle, n'est pas extraordinaire, mais est-ce qu'il l'était? Bon, là je tiendrai le discours que tiennent parfois les gens qui cherchent un peu à lutter contre le catastrophisme scolaire. Est-ce que les lycéens, il y a 50 ans, en savaient beaucoup plus en histoire? Ils avaient peut-être des connaissances de base à l'échelle primaire étaient sans doute plus solides, parce qu'on ne faisait plus d'histoire à l'école primaire il y a 50 ans, je pense. Et si j'ai bien compris, dans l'après 68, peut-être qu'à l'école primaire, l'histoire a été moins bien traitée qu'elle ne l'était auparavant. Mais dans le secondaire, malgré tout, la France maintient son effort, je dirais. Dans le secondaire, Henri IV dispose de 5 lignes. Moi, j'ai regardé les manuels. Je ne vous parle pas d'invention de psychiatre délirant. J'ai regardé les manuels. Hein, si vous regardez ces manuels, ce qui est une corvée, vous avez une méthode d'enseignement qui est pour le moins discutable, mais alors par contre l'épaisseur sur les événements, alors effectivement, Henri III, M. Siriex, c'est même pas c'est une demi-ligne, hein, en seconde. Plutôt que de poursuivre sur le débat concernant l'enseignement d'histoire, est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions sur le thème de la transparence et du langage dans l'histoire, sur la base de la présentation qu'avait proposée M. Chauvet? Oui, c'est une petite remarque pour vous remercier d'avoir réhabilité le langage diplomatique. Et pour rappeler que le mot diplomatie, c'est le doublon du mot duplicité. C'est fait simplement sur la racine grecque au lieu de latine, mais ça veut dire la même chose. Ça ne veut pas dire mensonge à proprement parler, ça veut dire double discours, ça veut dire on va dire quelque chose et que ça va vouloir dire autre chose, mais selon un code. Et je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, c'est un ressort un peu humoristique, voire comique parfois de la recherche du temps perdu, le propos de Norpois. Cette manière, par exemple, pour exprimer un désaveu très radical, d'émettre des réserves, enfin, d'avoir un mot extrêmement léger, extrêmement peu accentué, qui va être parfaitement entendu de qui doit l'entendre. Et qui va finalement provoquer un effet de discours à 2 étages. Hein. Il y a les initiés et les non-initiés, mais tout le monde en entendra quelque chose. Il n'y aura pas de mensonge, à proprement parler, dans l'affaire. Il y a simplement un niveau de compréhension qui est modulé, hein, en fonction de qui on vise. Et du coup, alors ça se prolonge une toute petite remarque un peu ironique, mais
je pense que quand on utilise le langage diplomatique, et tous les hommes politiques, il n'y a pas que les diplomates qui l'utilisent, quand on l'utilise, on manifeste sans doute un niveau de discours qui est très fortement représentatif d'un groupe, d'un État, d'une population, etc. On ne parle pas en son nom propre, hein, mais on fait attention à ménager toutes les sensibilités qui peuvent s'exprimer dans un groupe éventuellement très large, comme une nation. Et je pense que c'est un peu là qu'il y a des effets à la fois comiques et affligeants dans les modes d'énonciation de notre président. Quand il dit casse-toi, fous le camp, je sais pas quoi, racaille, où tout d'un coup on voit qu'effectivement c'est plus le langage diplomatique, c'est pas le niveau de langage qu'on attendrait, mais c'est le niveau de langage de Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire, on peut tout à fait nous être amené à dire casse-toi à quelqu'un, hein, individuellement, mais évidemment quand c'est escalité et en situation de représentation, c'est un peu moins défendable. Oui, c'est sûr que les diplomates et la diplomatie, pour rédiger un traité notamment, c'est une bataille de mots, hein, parce qu'un mot peut avoir un simple mot peut avoir une signification très importante politiquement. Le symbole. Alors, je dirais que tous les diplomates, en fait, quand ils rédigent un traité, chacun ayant à défendre ses intérêts, chacun essaye donc d'avoir la rédaction qui satisfasse le mieux ses intérêts. Alors, donc, le langage et la diplomatie, comme vous le dites, il penche un peu vers une certaine duplicité, il recherche un peu cette ambiguïté dans laquelle chacun des signataires va essayer d'avoir la meilleure part, ou d'exploiter au mieux cette part d'ambiguïté. Je signale juste une petite incise, c'est que malgré tout, cette recherche par les diplomates d'un langage qui peut favoriser leurs intérêts à travers donc une rédaction un peu duplice. Malgré tout, on dit que ça a été contrebattu par un choix qui a été celui des diplomates pendant plusieurs siècles, pendant 2 siècles, qui a été le choix du français depuis le traité de Nimègue début 18e jusqu'à Versailles, bien que Versailles ait été rédigé en français et en anglais. C'est la première fois qu'un traité diplomatique était rédigé en anglais. On disait que le choix du français, c'était parce que le français était une langue claire, que les diplomates avaient voulu malgré tout limiter cette part d'ambiguïté qui, à mon avis, est au cœur quand même de toute rédaction d'un traité, mais que les diplomates avaient voulu quand même limiter disait-on, en choisissant une langue censée être la langue de la clarté. Mais je pense que tous les diplomates, à la fois, c'est des gens qui écrivent très clairement, mais qui recherchent justement quand même, malgré tout, toujours une part de rédaction ambiguë pour leurs intérêts propres, quoi. Le symbole de cette ambiguïté, c'est la résolution des Nations Unies de 1967 sur les territoires occupés. En anglais, territory occupied, enfin je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, occupied. Oui. Là, il y a eu une ambiguïté majeure. Voilà. Alors on va conclure sur ces liens entre histoire et diplomatie qui nous permettent de rappeler que demain matin, la session sera consacrée en partie au thème du langage diplomatique. Je vous remercie à nouveau, Monsieur Chaubet, pour cette intervention et ce panorama historique qui n'était pas facile de faire en si peu de temps, mais qui nous a ouvert un certain nombre de perspectives. Merci de façon plus générale aux 3 intervenants qui ont enrichi cette matinée. Je passe ou rends la parole à Christina pour l'organisation de la suite de la journée.